Bonjour à chacun de vous, puis merci de participer à ce panel sur le titre que je donnerais, c'est Conscience professionnelle et liberté d'expression. Alors, bonjour Joël, salutations à toi, Joël Bonjour. qui est docteur en neurosciences, qui a déjà fait partie de l'Ordre des psychologues du Québec. Daniel, qui est ingénieur et aussi responsable ou président de l'Union des professionnels du Québec. Ensuite, Robert Béliveau, qui est un médecin en retrait. René Lavigueur, qui est aussi un médecin et qu'est-ce que tu m'as dit? Quatre familles. Médecin de famille, merci, puis désolé, René. Oui, Je suis très conscient. vous êtes de bons amis, puis vous faites l'enregistrement chez René en passant. Merci d'être là. Puis Robert Michaud, qui est médecin vétérinaire. Bienvenue à vous. Merci de prendre de votre temps pour deux objectifs qui sont visés dans ce panel. C'est d'abord aider la population à mieux comprendre les liens entre les professionnels et leur ordre professionnel. Et en particulier dans une situation qu'on connaît un peu mieux maintenant, qui est je dirais cette omerta qui semble être imposée sur les professionnels qui ont un avis contraire, par exemple, de la santé publique là, par rapport à cette crise qu'on vit ensemble. Donc, aider la population à mieux comprendre cette relation particulière, puis aider les professionnels eux-mêmes à s'exprimer. Parce qu'on a déjà fait une vidéo, c'est-à-dire un panel avec Joël et Robert et moi-même. Et dans cette vidéo, on terminait en disant que les professionnels ont non seulement le droit, mais le devoir de s'exprimer, comme on va le faire présentement. Alors, on va essayer de circonscrire ce panel à l'intérieur d'1h30, ce qui laisse à peu près 5 minutes à chaque personne pour s'exprimer à partir de son point de vue, qui est très particulier. Puis, on reprendra une deuxième fois, un deuxième tour de table, encore 5 minutes avant de conclure. Alors, on n'a pas décidé à l'avance qui allait commencer à parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent, qui a envie de commencer ce tour de table? René, t'es pointé du doigt. D'accord, d'accord. René, si tu répondais à ma question qui est qu'est-ce qu'on peut dire à la population pour l'aider à comprendre cette relation-là entre les professionnels et les ordres professionnels? Bon, ben disons que il faut des ordres professionnels pour protéger la population en général, c'est-à-dire pour avoir un minimum de standards de pratique. Sinon, ça peut dégénérer parce que alors donc ça prend un ordre, ça prend une structure qui est dans notre cas une structure quasi juridique, c'est-à-dire c'est comme si le gouvernement québécois a délégué aux ordres professionnels la possibilité de gérer et de surveiller l'exercice de leur profession avec des sanctions possibles. La sanction principale étant la suspension. Alors, si, moi je dirais que la chose est, ça serait très simple. Si on regarde nos codes de déontologie, si on les lit attentivement, dans le cas actuel de la pandémie, par exemple, ben, on a un devoir de dénoncer des choses qui nous semblent pas correctes, qui semblent présenter un danger pour l'intérêt de la population. Dans l'exemple présent, moi, je vous dirais, par exemple, le premier exemple qui me vient à la tête, c'est que ce n'est pas c'est un vaccin comme les autres, comme on nous a dit, alors que scientifiquement, c'est un vaccin entièrement différent de tous les autres vaccins, avec des effets secondaires entièrement différents, prévisibles. Et ça, c'était connu par les plus grands scientifiques, c'était connu par ceux qui ont fait les vaccins, par la Food and Drug Administration. Et on a des documents écrits qui ont paru sur leur site qui montrent les 21 classes de maladies, par exemple, que les scientifiques de la Food and Drug Administration avaient prévu qui étaient envisageables avec ce genre de technologie-là. Et on a aussi des documents du président de Bayer, qui est un sous-traitant qui fabrique les vaccins, qui a dit publiquement que c'est plutôt une thérapie génique, gene therapy, et qu'il fallait présenter à la population
il fallait le présenter comme un vaccin comme les autres, dans le but d'avoir une meilleure acceptabilité. En d'autres termes, dans un but de marketing. Alors, pour revenir à mon sujet, c'est que bien, évidemment, pour se prononcer en public, il faut comme s'informer. On ne peut pas dire n'importe quoi parce que là, comme il se doit, on est soumis à des règles. Alors, si on lit le code de déontologie, le devoir, par exemple, de dénoncer une situation qui met en péril la population, ben, il est écrit dans le code de déontologie. Alors, moi, je me suis senti bien à l'aise de l'écrire, la lettre qui est parue dans la presse en octobre 2021, qui a été retirée en 24 heures. Peux-tu préciser sur quoi portait le texte? Les dilemmes d'un médecin de famille en temps de pandémie. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais pris avec des messages publics qui n'étaient pas conformes et j'étais pris avec des gens qui me posent des questions. Puis si je donne des informations sur le vaccin à quelqu'un qui me demande des questions qui est inquiet, mon discours est contre le discours public. Alors, je suis dans un dilemme. Alors, je demandais à mon collège de dire, ben là, mettez de l'ordre dans ça, là, parce que scientifiquement, dites-moi que j'ai tort, que mes sources sont mauvaises, si c'est le cas, ou alors corriger le tir en le disant vous autres même, en prenant la parole publique et en mettant les choses correctes, de sorte que le discours officiel soit scientifiquement conforme. Donc, tu te trouvais dans un dilemme et as-tu une réponse à ta question? Mais non, mais la réponse, c'est que la lettre a été retirée et il y a eu un tsunami de réactions. Ça, c'est fantastique parce que la façon dont ça a été retiré avec des excuses, avec on m'a traîné sur la place publique, on m'a traité de tous les noms des médias. Et puis ensuite, le collège a lu ma lettre, évidemment, a lu mes interventions radiophoniques, a lu mes écrits qui ont été assez nombreux, puis a tout regardé ça. Il ne m'a jamais puni. Il n'a rien trouvé qui était contraire à la science. Mais les médias, eux, ont trouvé quelque chose qui était contraire à la science. Alors là, il faut comprendre, c'est ça qui se passe. C'est que moi, je dirais la réponse, c'est que si on est fidèle à notre code de déontologie, il n'y a pas de danger. Mais il n'y a pas de danger. Le problème, c'est que nos ordres sont gérés par des humains qui peuvent avoir des intérêts politiques, qui peuvent être dirigés, qui peuvent avoir d'autres soucis, qui peuvent, pour différentes raisons, pas avoir intérêt à plonger dans la bataille et à démentir des messages publics qui sont faux. Alors là, c'est une difficulté particulière. Dans ce cas particulier, les auteurs ont d'autres difficultés. Moi, ça a été celle que j'ai éprouvée. Alors, voilà, j'espère avoir répondu. Oui, très bien. Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'il peut y avoir parfois des dilemmes qui se retrouvent, par exemple, dans un choix, une position que tu prends en fonction de ton code de déontologie. Et là, l'instance intermédiaire, celui qui va intervenir entre le professionnel et l'ordre, ça peut être un média, tout simplement, ça peut être les médias. Ce dont on n'a pas parlé nécessairement dans l'introduction de ce panneau. Je ne sais pas si, comme tu... Ce sont les médias avec la complicité tacite de mon ordre. De ton ordre, OK, ça intéresse. Qui aurait dû venir à ma défense, puisque Uh-huh. tout ce que je fais, c'est de respecter mon code de déontologie. Ça, c'est intéressant, OK? Ça nous permet de mieux comprendre, tout à fait, par rapport à la COVID, par rapport à un texte que tu as publié. Je ne sais pas si le mieux, c'est de passer la parole à Robert, puis après d'aller vers Robert, qui est médecin vétérinaire, qui peut peut-être avoir vécu quelque chose de complètement différent, parce qu'on peut parler de la COVID, mais on peut aussi parler d'autres situations qui ont été vécues. Robert Béliveau? Moi, je laisse ma place à l'autre Robert et puis je reviendrai un peu plus tard. Tu reviendras. Robert Michaud, médecin vétérinaire, qu'est-ce qui peut aider la population à comprendre le lien entre le professionnel et les ordres? Ici, nous vivons des situations un peu différentes. Je suis bien d'accord avec ce que mon collègue René vient tout juste de dire. C'est que on est aux prises avec ce que les médias racontent et pas nécessairement. Puis on subit les foudres du syndic, de nos ordres. Puis ils ne sont pas en position, ils ne nous aident pas. Ils comprennent la situation, mais je pense qu'ils doivent bien paraître auprès du public. Et c'est le but de ces ordres professionnels, c'est qu'ils ont pour mission de protéger le public.
Alors, s'il protège le public, il ne protège pas le professionnel. Ils doivent avoir une belle apparence face au public. Quant aux professionnels, bien, si, il y a apparence dans les médias de présence d'un démon, ils n'aideront pas le professionnel. Dans notre situation, nous nous retrouvons avec un certain nombre de professionnels qui présentement ont des difficultés avec la tenue de dossier. Alors, c'est la documentation de nos interventions et le public n'est pas au courant de ça. Cependant, le public comprend que certains de ces professionnels subissent des interventions par le syndic. Ces interventions-là peuvent se terminer par des amendes, des suspensions, et c'est publié dans les journaux. Alors, les médias peuvent en prendre connaissance. Plusieurs de ces professionnels agissent, plusieurs, entre autres, sont plus âgés, ce qui veut dire au-delà de 30 années d'expérience, mais ils n'agissent pas nécessairement de la même façon que les plus jeunes. Ils ont été inspectés par des plus jeunes qui ont des mentalités différentes et qui ont une vision différente du code de déontologie et des procédures. Et ces personnes-là viennent en inspection, nous interrogent pendant un certain temps, ils font une inspection à leur manière. Il n'y a rien de codifié, ce qui est surprenant, alors qu'on devrait, j'ai participé à des organisations, j'ai été membre d'un bureau de direction d'hôpital et on est inspecté par des associations d'hôpitaux et ils viennent avec des normes vraiment établies. Du côté professionnel vétérinaire, ils viennent un petit peu à bas comme je te pousse. Et puis, certains inspecteurs nous font des recommandations qui ne sont pas dans leur juridiction. Et puis, se présentent et nous disent quoi faire ou comment faire. Et puis, l'autre inspecteur, plus tard, viendra contredire ce qui a été dit ou fait. Maintenant, les vétérinaires qui sont plus âgés fonctionnent plus facilement avec des documents écrits, alors que les plus jeunes semblent favoriser l'ordinateur. Alors, mais ils ne le disent pas. Les inspecteurs ne disent pas ce qu'ils préfèrent ou ce qu'ils voient ou pourquoi nous sommes fautifs. Ce qui en résulte, comme je le mentionnais, des interventions au niveau du code de déontologie et ensuite du comité de discipline qui entraînent une suspension, des amendes et ainsi de suite. Et ces vétérinaires-là qui ont agi de bonne foi, on leur trouve des fautes par manquement déontologique, par manquement de procédure, qui ont peut-être, lorsqu'ils sont contestés par d'autres, on met le professionnel en comparaison, en compétition avec un spécialiste, par exemple, qui vient vérifier si les procédures que nous avons utilisées étaient selon ce qu'un spécialiste devrait faire. La majorité des professionnels sont généralistes, ceux qui sont au moins affectés par le comité de discipline. Puis, par contre, ils sont comparés aux procédures de spécialistes alors qu'ils n'ont pas agi en spécialiste. Et on les trouve fautifs. Et par la suite, avec des amendes de 5, 10, 15, 20, 30 000 $ d'amende pour avoir agi de bonne foi, mais ça n'a peut-être pas donné le résultat escompté. Maintenant, plusieurs de ces interventions auprès du syndic sont sans doute le résultat de plaintes apparemment du public. Mais selon mes informations, le public n'est pas nécessairement Pierre-Jean-Jacques qui connaît notre procédure. C'est ce que je crois que c'est plutôt des collègues compétiteurs jaloux qui n'auraient pas agi de cette façon et puis qui dénoncent et qui peuvent mentionner aux clients, peut-être, si tu n'es pas d'accord, pourquoi tu ne ferais pas une plainte auprès du syndic? Et puis, suite à la plainte, le vétérinaire doit documenter
ce qui a été fait, puis en contradiction avec, évidemment, le confrère qui a agi de bonne foi, mais qui n'agit pas de la même façon, évidemment. Un plus jeune, je suis de formation académique, je suis médecin vétérinaire et microbiologiste de formation académique. Je suis en mesure de faire certaines choses. Alors, si je compare les dossiers de certains collègues que je reçois, je vais trouver des fautes très facilement parce qu'ils n'ont pas la même compétence que moi. Mais par contre, je n'ai pas la même compétence en neurologie, en chirurgie. Ils vont peut-être trouver des fautes quant à moi. Cependant, ce ne sont pas des fautes volontaires et des fautes parce que je suis mauvais clinicien. Ce sont des manquements qui peuvent être corrigés. Ce n'est pas... Et lorsque les fautes sont présentées au syndic, ce ne sont plus des fautes. À ce moment-là, ce sont des manquements, des fautes vraiment professionnelles et on a besoin de vous condamner, c'est-à-dire. Monsieur Michaud, je vais vous arrêter parce que ça nous présente la situation que vous vivez. C'est très complexe, si je comprends bien. Ça se situe au niveau de la tenue de dossier. Puis c'est fait à partir d'humains qui ont des spécialités qui peuvent être différentes de celui qui est contrôlé, si on peut dire. Et là, les gens se retrouvent avec des fautes, comme vous dites, et ça peut être quand même des choses qui peuvent être corrigées, mais une fois que tu reçois une faute avec une amende, comme ça doit être très difficile pour le professionnel. Je vais passer la parole à, je ne sais pas si Robert, tu vas intervenir tout de suite, ou je passe la parole à Daniel. Daniel, pour nous faire comprendre, dans le fond, à la fois la complexité de chacune des situations vécues comme médecin vétérinaire, médecin. Et toi, Daniel, tu es ingénieur. Qu'est-ce que tu peux nous dire, encore une fois, pour aider la population à comprendre le lien entre le professionnel et l'ordre professionnel? Mais tout d'abord, j'aimerais au moins dire à la population qui n'est peut-être pas familière avec qu'est-ce que c'est, qui sont des professionnels au Québec. Les professionnels, on donne le nom de professionnel aux gens qui sont membres d'un ordre professionnel. Et il y a 46 ordres professionnels et 55 professions. Donc ça fait que, qui sont les professionnels, par exemple, ingénieurs, médecins, vétérinaires, psychologues, psychiatres, notaires, arpenteurs, architectes. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler des professionnels. Il y en a beaucoup d'autres, là. Non, j'ai dit qu'il y en avait 55. Donc, ça, c'est la définition de professionnel. Maintenant, ces professionnels-là sont membres d'un ordre. Il faut différencier ordre et association. Normalement, on dit ordre professionnel on est obligé au Québec d'être membre d'un ordre professionnel en tant que professionnel si on veut pratiquer. Donc, juste pour mettre en contexte, pour que la population comprenne c'est quoi les professionnels. Et comme moi, par exemple, si je suis ingénieur, je viens de finir l'université, il faut que je sois membre de l'Ordre des ingénieurs si je veux pratiquer comme ingénieur. Et si je ne suis pas membre de l'Ordre, même si j'ai des études, mais je ne peux pas pratiquer. Donc, c'est la même chose pour les autres ordres. Bon, maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il y a plusieurs choses à parler. Pourquoi il existe, comme tu disais, Lucie, cette omerta présentement? Pourquoi surtout maintenant et moins il y a plusieurs années? Plusieurs années, peut-être 10 à 20 ans, en tout cas, au Québec. Il faut savoir qu'actuellement, comme témoin, moi, oui, je suis ingénieur, mais je suis président de l'Union des professionnels du Québec, là, le site web est là. Et tout de suite, je veux dire aux gens qui nous écoutent, parce qu'on n'aura pas le temps de tout traiter, puis il y a beaucoup de témoignages que vous allez trouver et de documents très importants qui soulèvent toute la problématique des relations entre les professionnels et les ordres professionnels. Si vous allez sur le site upq.légal et que vous allez dans la barre en haut du menu « La situation », bien là, vous allez voir beaucoup de documents, des mémoires de firmes d'avocats qui expliquent tous les différents problèmes, aussi des vidéos de notaires, de médecins, de toutes sortes de gens, des professionnels qui content leur histoire ou dénoncent et expliquent pourquoi ça ne fonctionne pas. Et
Comment tu peux résumer, Daniel, ton point en 2, 3 minutes max? Donc, ce que je veux dire, c'est que présentement, comme disait avant, là, je pense que c'est René, là, c'est que quand on fait surtout face à des gens, puis quand on a, que ce soit des ordres professionnels ou que ce soit un gouvernement puissant qui a tous les pouvoirs parce qu'il est majoritaire, que ce soit, on l'a vu là, dans toutes sortes de situations, là, même dans le temps du communisme, quand Lénine a parti le communiste, ça avait une bonne intention, mais ça a été repris par Staline qui a déformé tout ça. Donc, quand les gens sont en situation de pouvoir, souvent, ça dégénère. Et quand on donne beaucoup de pouvoir à un groupe, puis on n'a pas moyen de parler ou de se défendre à armes égales, bien, ça crée une omerta. On ne peut pas s'exprimer et on est à ce moment-là, comme professionnel, beaucoup plus intéressé ou beaucoup plus soucieux de satisfaire l'ordre professionnel que de satisfaire nos patients ou nos clients. Donc, à ce moment-là, c'est plus nous, on essaie de travailler dans l'intérêt du public, mais on est pris par une menace des ordres qui, dans deux canaux, nous regardent ou bien sur l'aspect déontologique, comme le médecin qui disait tantôt, là, tout ce qu'il peut affirmer sur Internet ou dans les journaux ou ailleurs. Donc, ça, c'est l'aspect déontologique. Et ensuite, comme M. Robert Michaud a dit, l'aspect inspection professionnelle où on peut se retrouver avec un professionnel entièrement avec un dossier parfait qui n'a jamais eu de problème et qui n'a jamais eu de problème de déontologie, que tous ses projets fonctionnent et que du jour au lendemain, on le menace d'arrêter de travailler parce qu'il n'a pas répondu correctement à une question ou à quelques questions sous l'effet du stress. Donc, parce qu'il y a des gens qui l'ont mis, l'inspection professionnelle n'était peut-être pas adaptée avec tout l'aspect andragogique, pédagogique, pour adapter aux gens d'une certaine situation d'âge, parce que les professionnels, on n'est pas parfait, on vieillit avec le temps. Donc, à 60 ans, on n'a pas la même vitesse de réaction qu'un jeune de 20 ans qui fait des examens de suppression à l'université. Donc, c'est sûr que quand on est sujet à ça, on a appris avec le temps à développer des outils pour s'améliorer comme professionnel, pour être compétent, pour l'intérêt, pour la protection du public, mais malheureusement, on n'est pas évalué suivant nos compétences. Tu as bien expliqué le professionnel qui se trouve entre la population, les services qu'il rend, la population, puis les sanctions possibles qui pourraient venir des ordres professionnels. Puis avec M. Michaud, ce que je comprends, c'est que les médias peuvent aussi intervenir, puis aussi René, intervenir en, je dirais, publicisant, parlant de ces sanctions-là. Puis à ce moment-là, on voit quelqu'un qui, comme tu dis, n'avait pas de problème initialement, a peut-être un petit manque au niveau de la non-correspondance entre l'évaluation et ses compétences professionnelles, mais bon, lorsque les médias s'en mêlent, bien, ça peut créer une grande détresse aussi chez le professionnel. J'aimerais qu'on puisse en parler tout à l'heure de cette détresse qui est importante. Joël, est-ce que je peux Je pense que Robert, je vais te garder pour la fin, finalement. Joël, je te passe la parole encore une fois pour aider la population à y voir clair dans tout ça. Oui, mais je trouvais qu'au début de ton intervention, tu citais en fait une phrase que Robert avait nommée lors de notre dernier live, où c'est un juge en fait dans le procès, je pense, de Stéphane Blais, qui est un comptable en fait qui a déchiré sa chemise en public au début de la pandémie en critiquant la manière dont les choses se plaçaient au niveau de l'international et au niveau du Québec, bien entendu. Et le juge disait que non seulement un professionnel doit parler, doit avoir un avis, mais il doit parler. Le seul problème, c'est comment on va interpréter cette phrase-là. Parce que ça, c'est pris dans un jugement, d'accord? Cette phrase-là est sortie du jugement et on l'utilise beaucoup dans les ordres professionnels. Ça veut dire quoi? Mais parler de quoi?
Je dis qu'on doit parler de quoi? Est-ce qu'on doit répéter exactement la même chose que ce que Horacio Arruda ou son successeur raconte? Est-ce qu'on doit raconter la même chose que le docteur TikTok, le Walmart Trudeau ou d'autres qui se sont abondamment exposés sur TikTok pour pouvoir encourager la vaccination et autres? Ou est-ce qu'on peut, comme René le disait, poser des questions sur les limites éventuellement éthiques que on pourrait avoir par rapport à une nouvelle technologie qui est utilisée pour la première fois? Est-ce qu'on peut se positionner éventuellement? Moi, dans mon domaine, je suis un éthicien, j'ai fait un postdoc en éthique, j'ai travaillé sur plusieurs projets de loi, des politiques d'ailleurs, dans les années 2000, notamment avec Jean Rochon, sur les enjeux qui touchent l'éthique dans le domaine de la recherche en santé. J'ai écrit un essai après une douzaine d'années de recherche justement sur tous les conflits qui existait entre l'université et l'industrie, potentiellement l'impact que ça peut avoir sur les prises de décision au niveau politique. D'accord? Et donc, à partir de ça, je dispose d'une expertise qui est relativement solide pour pouvoir me prononcer. D'accord? Et à partir de là, puis-je me prononcer? Non, je suis un chercheur. Je suis une sommité internationale. J'ai même d'ailleurs été invité par l'Assemblée nationale française à participer à une commission d'enquête sur les impacts négatifs sur la jeunesse des mesures sanitaires. D'accord? Mais puis-je me prononcer? Et ça, à ce moment-là, il y a une grande question. Et malheureusement, en fait, c'est qu'il y a 2 syndicats de jointe à l'Ordre des psychologues qui ont sorti il y a quelques semaines un article qui est reparti de cette fameuse phrase dont on parlait tout à l'heure et qui interprète plusieurs éléments qui sont pour moi extrêmement questionnables sur le plan de l'éthique. Et donc, j'ai composé un dossier d'une quinzaine de pages à simple interligne, d'accord, qui montre en fait tous les enjeux éthiques qui découlent de l'interprétation que ces 2 syndicats de jointe ont fait justement de cette fameuse phrase du juge et qui sont mises où on nous invite à nous taire parce que les seuls exemples qu'elles ont pris, c'est notamment Stéphane Blais, c'est et 2, 3 autres personnes qui auraient été condamnées au niveau de l'ordre des chiropracteurs parce qu'ils avaient, par exemple, pas mis leur masque ou ils n'avaient pas mis de savon à l'entrée, des petites choses qui sont potentiellement questionnables parce qu'on s'entend que les mesures au niveau de la distanciation sociale et de certaines mesures sanitaires, c'était très utile à ce niveau-là. Mais en prenant ces exemples-là, ça nous amène comme psychologue, psychothérapeute ou professionnel, parce que ça peut rayonner tout partout, à devoir nous taire, à ne pas pouvoir, nous exposer. Moi, mon dossier scientifique, mon CV scientifique, j'ai 25-30 pages faciles. Et on m'a dit, le syndic de mon ordre professionnel, Monsieur Monzé, votre expertise, c'est du vent, ça ne vaut rien. À ce moment-là, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Si on ne reconnaît pas mon expertise, est-ce que j'ai encore le droit de parler? À quel moment est-ce que je peux parler? Si je participe à un comité d'éthique, que je donne mon avis de scientifique, mon avis de clinicien, je travaille aussi sur plusieurs comités avec des ministres à travers toute la pandémie. Il y a plusieurs ministres qui ont consulté des experts indépendants pour pouvoir justement essayer de mieux cerner les enjeux tournant autour des mesures sanitaires, notamment les effets secondaires des fameuses mesures, notamment chez les jeunes. Est-ce que j'ai le droit de me prononcer si mon expertise ne vaut rien? Dans quelle mesure est-ce que je peux le faire? Donc, j'ai donc déposé en fait une demande d'enquête par rapport à ces 2 syndicats de jointe et j'ai reçu la réponse en fait aujourd'hui comme quoi en fait, elles sont totalement protégées. Elles ont une immunité totale. Dès qu'elles disent que leur implication est une implication au nom du syndic, à ce moment-là, il n'y a rien. Et ça, pour moi, c'est dangereux. C'est une chose que les gens ne comprennent pas toujours, c'est qu'un ordre professionnel est divisé en 3 pouvoirs, comme dans l'État civil. Dans le sens qu'il y a la présidence, qui est pour les médecins Maurice Gaudreau, pour les psychologues Christine Groux. Entre vous et moi, je trouve que Christine Groux est une femme extraordinaire, d'accord? Et donc, à ce moment-là, c'est l'équivalent du gouvernement. On a l'équivalent de l'Assemblée nationale, c'est le conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui a décidé de demander un avis juridique. Et l'avis juridique était de ne pas entamer une enquête par rapport au dossier que moi j'avais soumis. Et il y a un 3e pouvoir qui est le pouvoir juridique. Et le pouvoir juridique, c'est un pouvoir policier.
Et en fait, les enquêteurs et les enquêtrices, les syndics et les syndics adjointes sont comme des policiers qui enquêtent. Et il y a des gens extraordinaires dans les syndics. Il y a des gens qui font un travail vraiment essentiel pour protéger le public. Mais malheureusement, je ne me souviens plus qui le disait, c'est peut-être René tout à l'heure qui disait, ben, ce sont des êtres humains qui ont leurs croyances. Donc si moi, comme syndic, j'ai la croyance que telle chose ou telle chose doit se passer comme ça doit se passer comme ça. Je donne un exemple. J'avais parlé d'un article scientifique qui faisait le lien entre les émotions et l'impact sur le taux d'immunoglobuline A qui est dans la bouche. C'est notre première barrière immunitaire. D'accord? C'est un article scientifique. Pour moi, je pense que ça encourage la pleine présence, ça encourage l'humanisme, ça encourage de prendre soin de soi, ça encourage d'être dans la bonté plutôt dans la colère et dans la rage, même si parfois c'est difficile. D'accord? J'ai reçu tellement de remerciements de la part des gens qui ont lu mon blog par rapport à ça, et c'est sous enquête. Puis on me dit, je ne peux pas l'écrire. Mais pourquoi? Parce que je vous dis que vous ne pouvez pas écrire ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas. Mais pourquoi? C'est un article scientifique. Je relate un article scientifique qui permet d'aider les gens à comprendre l'impact des émotions positives ou négatives, sur la qualité de certains aspects du système immunitaire. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas aller se vacciner. Je leur dis, prenez soin de vous, parce que le vaccin n'est pas la panacée. C'est une des manières de se protéger peut-être, mais ce n'est pas la panacée hors de tout doute, comme d'autres vaccins ont peut-être aidé, notamment contre la rougeole ou la polio. Mais non, je n'ai pas le droit d'en parler, mais sur rien du tout. Et c'est là qu'on rentre dans un enjeu de lutte de coq où je suis face à des personnes qui ont un pouvoir et une immunité à 100% sans avoir nécessairement les connaissances scientifiques pour critiquer éventuellement l'expertise que je peux avoir. Et on me demande de me taire. Mais pourquoi? Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose. Alors moi, ma réponse a été décidée, j'ai pris ma retraite le 20 juillet dernier. Merci, bonsoir, parce que pour moi, ma liberté académique, mon expertise de chercheur, mon expérience de d'éthicien, surtout dans un moment dans lequel on est plus importante que mon droit de pratique de la psychothérapie. Et je n'ai aucun regret de ce que j'ai fait. Mais si vous saviez le nombre de psychologues avec lesquels je parle ou qui se sont enquêtés ou qui se font taper sur les doigts comme moi parce que on critique l'usage des tests neuropsychologiques aveugles. C'est-à-dire que normalement, le test, ça nous donne une lecture comme le thermomètre, mais on s'entend qu'il y a d'autres choses qui peuvent expliquer le comportement d'une personne que simplement une évaluation neuropsychologique. Mais si on critique ça, on porte atteinte à l'image de la profession. Donc, on fait en sorte que le public perd confiance dans le professionnel. Donc, c'est une atteinte à la protection du public. Et c'est là qu'on est dans une situation où ça ne repose pas sur quelque chose de concret. On est dans le juridique, on est dans un nuage. Les avocats tripent dans ce genre de choses. C'est leur monde. D'accord? Et Merci, à partir Joël. de là, on est coincé. Et c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui se taisent. Oui, merci Joël. Tu nous aides vraiment à comprendre que c'est des humains qui ont une expertise avec d'autres humains qui portent un jugement et qui sont protégés dans leur jugement. Je terminerai avec Robert parce qu'on est toujours dans ce qu'on dit là devrait aider la population à comprendre ce que vivent les professionnels en lien avec leur ordre et tout cet univers-là qui n'est pas très saisi par monsieur, madame, tout le monde, par exemple. Robert, je te laisse la parole. Moi, je trouve ça toujours extrêmement intéressant, ce genre de panel. D'abord, merci de l'animer, Lucie, et puis de nous avoir invités. Je pense qu'il y a toutes sortes de regards. Mais moi, mon souci, c'est toujours le service à la personne. Et c'est sûr qu'il y a une boîte. Hein, les ordres professionnels essaient de nous garder à l'intérieur de la boîte. Là, tu sais. Et puis, pour moi, les grandes découvertes ont toujours été faites en sortant de la boîte. Si on reste dans la boîte, on reste dans le connu, dans le balisé, dans le consensus. Et puis, pour moi, dans des sciences molles comme la médecine, je ne dis pas qu'il n'y a pas des vérités à découvrir, des moyens de vérifier si ce qu'on fait est utile, bénéfique ou maléfique. Encore faut-il recueillir les données correctement
correctement, ce qu'on ne fait pas tellement actuellement en ce qui concerne la vaccination. Et puis, on pourra revenir là-dessus. Mais quand on est enfermé dans un consensus, on bascule inévitablement vers la censure. Parce qu'il y a des vérités, puis là, même si notre intuition est celle de « oups », le doute. Et pour moi, la science, c'est d'abord l'art de douter. C'est d'abord l'art de réfléchir. C'est est-ce qu'il y a des intérêts? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en conflit d'intérêts, qui sont en train de vouloir nous imposer un consensus et une censure qui va avec? Moi, je vais plus dans le sens de la personne. La personne, ce qu'elle souhaite, c'est consentir. C'est consentir librement. C'est consentir en ayant accès à la vérité, enfin, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis pas prétendre connaître des choses qu'on ignore. Et pas imposer, surtout pas utiliser la science pour imposer des choses à la population, alors que moi, j'ai tendance à individualiser mon intervention en rencontrant une personne donnée qui a des valeurs, qui a une histoire, qui peut être négative par rapport à la vaccination parce qu'elle a subi elle-même des sévices par rapport à cette intervention-là. Et puis là, apprend, elle, que ça s'est fait à la va-vite, cette histoire-là. Et puis, on n'a pas encore, on nous dit safe and effective, mais on n'a pas grand preuve. Et puis, les seuls qui ont publié des études dans des journaux médicaux, c'est les pharma. Regardons ça. C'est les gens qui sont payés par les pharma. Et puis, il n'y a personne qui a eu accès à la totalité des données. Puis là, on impose à la population une solution unique sans penser qu'à quelque part, il y a un individu qui doit réfléchir. Puis si tu oses questionner ça, te mettre à douter, immédiatement, tu te vois affublé d'un titre d'anti-vax, d'anti-science. Alors moi, Robert Béliveau, j'ai un détecteur de bullshit très actif. Et puis là, ça sonnait, le bing, bing, bing. Je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nos ordres, ils ne sont pas là pour ordonner, ils sont là pour protéger la population. Et puis, ils ont failli à la tâche lourdement, si tu veux mon avis. Et puis, ils vont avoir en tout cas des questions auxquelles ils vont avoir à répondre. Parce que dans notre code de déontologie, il y a quelque chose d'essentiel, c'est le consentement libre et éclairé qui a été foulé du pied. Il y a aussi l'importance du débat en science, alors que là, on a laissé la santé publique comme si elle était nantie d'une infaillibilité papale, et puis là, c'est eux autres qui ont la vérité. Moi, je ne l'ai pas, la vérité. Il y a autour de moi des experts, des gens beaucoup plus brillants que moi, et je les écoute et j'apprends en relation avec eux autres. Alors, il faut savoir écouter et savoir reconnaître que chacun est ignorant. Expert dans ceci et ignorant dans le reste. Alors, c'est ensemble qu'on peut jaser, apprendre, grandir, évoluer, se transformer. Mais il faut prendre le temps de s'écouter, puis respecter la parole de l'autre, puis pas bâillonner sa parole, pas l'empêcher de réfléchir, puis l'empêcher de s'exprimer. Alors, nous, à Réinfo COVID, on a essayé de donner un espace de parole à des gens qui avaient perdu le droit de s'exprimer, parce qu'il y avait une frustration énorme chez beaucoup de gens. Pas juste parce qu'il y avait des menaces de la part des menaces de si on ne respecte pas les consignes de la santé publique, on se voit privé et notre compétence ne compte absolument plus. Et il y a juste notre statut vaccinal qui fait qu'on a le droit de pratiquer et puis de gagner honorablement notre vie. Alors, c'est des conditions qui sont absolument abominables. On a eu une violence, on a fait face à une violence sans nom de la part des gouvernements et des ordres qui sont peut-être soumis au gouvernement. Je ne le sais pas. J'ai jamais fait partie
de cette organisation-là très structurée et puis avec des privilèges auxquels ils tiennent très certainement. Puis ils sont peut-être bâillonnés par attachement à leurs privilèges. Je ne sais pas ce qui se passe exactement au niveau du Collège des médecins. Ce que je sais, pour moi, en tout cas, c'est qu'ils ne jouent pas leur rôle par rapport à la population. Puis pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, Comment merci. on aide les ordres à jouer leur rôle correctement. Et en ce sens-là, ce n'est pas juste les ordres qui doivent nous surveiller. Nous aussi, on doit surveiller les ordres. Merci, merci tellement. Le tour de table qu'on vient de faire, en tout cas, et si je peux retenir quelque chose, c'est que tu parles d'une boîte, OK, il y a des instances qui ont été formées d'individus qui en surveillent d'autres et qui ont du pouvoir sur ces individus, peu importe leur expertise. Alors, autour de la table, on a des gens expérimentés qui ont une expertise et de l'expérience. J'espère que ceux qui nous écoutent peuvent en prendre conscience. C'est des gens qui ont plusieurs années d'expérience et qui sont capables de parler de cette expertise. Mais il y a des boîtes dans lesquelles on est qui ont du pouvoir sur ces individus et qui sont protégés. Donc, les groupes, les syndics sont protégés. C'est ce que je comprends avec l'intervention de Joël. Maintenant, ce que tu dis là, Robert, ça me rejoint énormément. Écoute, dernièrement, je fais le tour de la province et il y a des psychologues qui viennent me voir quasiment en cachette pour me dire ce qu'ils vivent. Tout comme je me souviens très bien, à la fin de ma carrière universitaire, je dirais le concern, la préoccupation, l'une des préoccupations principales des étudiants, c'était de savoir est-ce que ce que je fais, j'ai le droit ou pas de le faire. Puis là, c'était des choses aussi anodines qu'accepter un petit cadeau de Noël, un petit cadeau de Noël d'un client. Et j'ai vu des étudiants pleurer de ne pas savoir si c'est légal ou pas. Alors, ce qu'on appelle les ordres professionnels, la population en général pense parfois que ce ne sont que des règles qui sont appliquées de façon très objective. Ce que vous nous dites, c'est que ce n'est pas le cas. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est faire un deuxième et dernier tour de table pour vous entendre dire aux professionnels qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour s'exprimer davantage et sortir de cette omerta. Comment on peut les encourager à faire ce qu'on fait là, mais chacun là où ils sont dans leur profession. Si je commençais par René cette fois-ci, on recommence le tour de table avec toi. Oui. Moi, j'avais une chose qui m'a interrogé dans l'intervention de Joël, c'est que Joël dit que les syndics sont une instance comme un peu juridique. Alors, je ne connais pas beaucoup de choses, mais je sais que la démocratie, un des piliers de la démocratie, de la démocratie, c'est la séparation du juridique de l'exécutif. Alors, en théorie, ce sont des institutions indépendantes, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, Oui, puis d'ailleurs, une présidence d'un ordre n'a aucun droit de regard sur ce que fait ou ne fait pas le syndic. C'est quand une personne, par exemple, a subi un procès au conseil de discipline, il y a un rapport qui est tenu et le rapport est éventuellement adressé à la présidence et la présidence va pouvoir regarder éventuellement le rapport et proposer des mises à jour du comportement ou de la manière de fonctionner du syndic. Mais comme ce sont des personnes qui n'ont pas de contrôle, tu sais, quand un policier fait une erreur, fait une gaffe, il y a un mécanisme de contrôle des policiers, OK, pour s'assurer que les policiers font bien leur travail. La DPJ maintenant, avec ce que Lionel Carman a fait, il va y avoir un système de contrôle qui va faire en sorte que s'il y a un problème au niveau clinique qui n'a pas été considéré par la DPJ, qui vous joue beaucoup sur le juridique et pas le clinique, il va y avoir une instance qui va permettre aux gens de pouvoir demander de l'aide à quelqu'un qui va contrôler ce que la DPJ va faire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une police des polices. On doit avoir un syndic qui est puissant, mais il C'est faut beau. qu'il y ait en même temps une police des polices qui OK. s'assure que le syndic fait très bien son travail. Parfait, merci. j'ai une plainte, moi, parce que Joël a volé de mon temps dans Oui, c'est ça. Il faut faire attention à Joël. Joël, on va t'enlever 2 minutes. Si vous voulez. Au vent des punitions. Oui, c'est ça. René reprend la parole. Pour rudesse. Mais ce que je dirais, c'est que, en fait, ça rejoint ce que je disais aussi, c'est que tout pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir. Il y a des abus de pouvoir de la part de nos ordres.
Alors, pour répondre à la question, comment conseiller le médecin dans tout ça, mais c'est comme ces deux épées de Damoclès sur votre tête. Il y a le collège d'un côté, évidemment, auquel il faut quand même répondre à certaines règles, puis des fois des choses sur lesquelles on n'est pas confortable, puis qu'on peut considérer comme pas légitimes. Mais il y a aussi, je donnerai un exemple, les médecins de famille qui font des accouchements ont fait la promotion de la vaccination des femmes enceintes, donc avec un produit qui n'a jamais été testé chez les animaux, qui n'a jamais fait d'études de toxicologie. On n'a jamais étudié qu'est-ce que ça faisait chez le fœtus des souris. Donc, on est dans la même situation que la thalidomide et pour ceux qui s'en rappellent, du diéthylstilbestrol des années 60. Mhm. Alors, supposons qu'une femme a un mort-né, puis elle va voir l'avocat, puis elle dit, moi, je me plains contre mon médecin parce qu'il m'a encouragé à prendre un produit, mais m'a même dit qu'il ne m'accoucherait pas s'il ne me donnerait pas ce produit-là. Un produit qui n'a pas été testé chez les animaux, expérimental. Je devrais avoir la liberté, puis je ne l'ai pas eu. Donc, je le traduis en justice. Alors, là, c'est ça les deux épées de Damoclès. Je dirais aux médecins, d'un côté, lisez votre code. Faites attention, parce que vous avez des devoirs. Bien sûr, on peut faire appel à l'éthique individuelle des médecins. Puis si l'éthique est très grande, le médecin aura un front de bœuf, puis il va aller, en dépit de toutes les difficultés, il va répondre à son éthique interne, qui est la plus importante. Mais on peut comprendre que tout le monde n'est pas de la même, fait du même bois. Bon, on peut comprendre qu'il y a toutes sortes de... Puis on peut comprendre aussi des jeunes au début de Ben oui, les carrière qui ne veulent pas mettre leur carrière en jeu quand ils ont 30 ans. Ça, Alors, puis c'est pour ça que je dis que la réponse à tout ça, il faut un contre-pouvoir. Et il n'y en a pas. J'ai terminé. Merci. Merci, René. Dans le fond, tu invites chaque professionnel à revenir à son éthique professionnelle, sa conscience professionnelle, en sachant qu'il court aussi possiblement le danger que son ordre vienne contre lui dans certaines situations. Merci, Robert Michaud. Quelque chose à dire aux professionnels pour les aider à faire ce qu'on fait, là, à s'exprimer. Oui, ça vient exactement dire ce que Joël a utilisé le terme de police des ordres, et c'est exactement l'opinion que j'ai des syndics, que ce ne sont pas des individus qui sont pour protéger le public, mais pour agir comme police envers les professionnels. Et puis, les syndics ont un pouvoir tellement important que même une avocate, lors d'un webinaire que nous avons tenu, a dit à tout le monde que les syndics ont plus de pouvoir que la police. Ils peuvent entrer chez nous sans mandat, ils peuvent prendre des documents, ils peuvent sortir avec tout ce qu'ils veulent. Et c'est contre la loi des droits de la personne. Ils devraient se présenter avec des raisons pour le faire, mais ils ont tous les pouvoirs. Ils ne sont pas contestés par la population. La population ne sait pas de quoi il s'agit. Ils ne sont pas contestés par des professionnels parce que si on ose contester, bien on est pris entre l'arbre et l'écorce. Alors, nos collègues ont besoin d'un contre-pouvoir, comme René l'a mentionné. Et puis, c'est les professionnels qui agissent comme syndics. Dans notre cas, je pense qu'ils sont imbus de pouvoir. Ce sont des gens qui, une fois qu'ils n'ont peut-être jamais eu de pouvoir dans leur milieu professionnel, dans leur famille, dans leur environnement social, puis qui sont soudainement imbus de ces pouvoirs professionnels. Et là, ils s'en donnent à cœur joie. Et on peut le voir dans notre cas, le nombre de cas de disciplines qui sont imposés, qui sont produits à chaque année. Il y en a entre 10 et 20 par année auprès du Conseil de l'Ordre des médecins vétérinaires. Le Conseil de discipline, je veux dire. Alors, ce sont des... Que dire aux professionnels, c'est que d'un côté, si vous êtes jeune et hardi, fermez-vous là. Si vous êtes plus âgé, osez, mais vous risquez de perdre la tête. Alors, on est pris entre
l'omerta existe véritablement. On ose, qui va oser se mettre sur le bûcher pour se faire couper la tête? Puis on s'afferme, puis si on ose, bien, on est aux prises avec les problèmes que nous entendons ce soir. Je suis bien heureux d'entendre tous les collègues. On semble avoir une habilité à analyser la situation, à être capable de comprendre ce qui se passe auprès de nos autres professionnels et avec nous. Je crois comprendre que nous sommes tous des professionnels passionnés, dédiés, intéressés à servir le public au meilleur, au-delà de notre connaissance. Et puis, en observant les règles, il n'y a personne d'entre nous qui a dit on est des révolutionnaires, on veut mettre les ordres de côté, on veut les abolir. Non, on est tous conscients de bien servir la population de façon correcte, mais aussi d'avoir, lorsque nous retrouvons qu'il y a des erreurs, qu'il y a des manquements, de les dénoncer. Mais on est empêché par des gens qui se prétendent, je présume, supérieurs à nous, plus compétents, plus connaissants, même si on est capable d'apporter des informations, on est capable de supporter nos dires. Ce ne sont pas des dires dans le vent. On supporte nos dires avec de la documentation solide. Ben, ce que vous dites là peut peut-être sensibiliser les membres des syndics du rôle qu'ils jouent, entre autres, de l'effet qu'ils peuvent avoir sur les professionnels en termes de détresse aussi. Parce que ce que je comprenais dans le groupe des médecins vétérinaires, c'est qu'il y avait eu, entre autres, un certain nombre de suicides associés à cette imposition de règles qui finit par empêcher les professionnels eux-mêmes de travailler, de gagner leur vie et celle de leur famille, là. C'est tellement sérieux présentement que l'Ordre des médecins vétérinaires a fait un sondage et demandé à un professionnel de l'Université du Québec d'analyser le sondage et de venir soumettre un rapport qui sera présenté lors du congrès des médecins vétérinaires à la fin du mois d'octobre sur la détresse professionnelle. Beaucoup de professionnels ont abandonné la profession ou bien le secteur de la pratique pour se lancer plutôt dans d'autres secteurs non supervisés par l'ordre professionnel, c'est-à-dire les compagnies pharmaceutiques, les compagnies d'alimentation, les universités. Ils veulent sortir de l'étau dans lequel le syndic et l'inspection professionnelle nous soumet. Je pense que tu aurais bien des choses à dire là-dessus, Daniel, hein? Puis encore, l'idée, c'est de s'adresser aux professionnels eux-mêmes pour les aider à sortir de cet étau, mais d'une manière peut-être juste dans la parole, de s'exprimer. On n'a pas le choix. Daniel? Oui. Donc, pour aider les professionnels, la première chose, je pense que c'est d'en parler. C'est d'en parler entre vous, essayer de vous regrouper. Je pense qu'on a un gros défaut là, chez les professionnels au Québec, là, peut-être même dans le monde. On est par notre profil professionnel, on est tout un peu comme des moines tout seuls dans notre coin à travailler. Puis on a de la difficulté à se regrouper puis à faire des consensus. On est tous un petit peu des meneurs, des gens qui sont par leur profil professionnel prennent des décisions, doivent développer un esprit critique par eux-mêmes. Donc, on a de la difficulté à se regrouper. Puis ça, c'est notre gros point faible face à l'omerta, parce que contrairement à comme on a vu dans les années 50-60 avec les problèmes de syndicalisation, puis que l'oppression des entreprises au Québec, où il y a eu la création de syndicats, les gens sont regroupés, après il y a eu plus de démocratie face aux grosses entreprises qui opprimaient les travailleurs. Mais là, on n'a pas cette situation-là encore de regroupement. Nous, moi, je fais ce que je peux à l'Union des professionnels. Je reçois des appels, que ce soit des psychologues, des vétérinaires, des ingénieurs, beaucoup. Et je suis témoin de plein de situations. Je les aide autant que je peux et je les invite. Plusieurs, je sais, sont en train de se regrouper
des petits, un peu comme, ça me fait penser à la guerre là, en France, où il y avait Des cellules de résistance. des cellules de résistance là, qui se regroupent, puis ça essaye de se former, puis après, ben, ils m'appellent en petits groupes, puis je les encourage, ou je les réfère à un avocat, ou je leur donne des trucs pour en attendant, parce que ces gens-là, là, comme vous avez dit, ça va jusqu'au suicide. Mais avant d'arriver là, souvent, ben, il y a des destructions de carrière, il faut qu'ils se battent contre les ordres qui ont tous les pouvoirs, donc ça veut dire engager des avocats, des dizaines. Moi, j'ai des confrères qui ont dépensé plus que 100 000 de leur propre gagne-pain, de leur poche, pour essayer de faire écouter leur point de vue. On n'est pas sur le même palier, là. On n'est pas, c'est pas comme. Puis ça, ces gens-là, c'est pas des gens qui ont des prédateurs sexuels, là. C'est pas des gens qui ont eu souvent des plaintes du public. Ils ont un dossier parfait. Beaucoup d'eux ont un dossier parfait, sont des professionnels exemplaires. Et du jour au lendemain, on les accule au mur pour X raisons qui sont très discutables. Puis ils ne peuvent pas s'exprimer face à, comme Joël dit, une organisation qui a tous les pouvoirs, qui est juge et partie. Donc, comment voulez-vous défendre? C'est l'horreur totale. Donc, moi, ce que je dis aux professionnels, appelez-nous, regroupez-vous entre vous, puis essayez de faire des groupes, puis après, contacter vos députés, faites pression auprès des ministres, regroupez-vous, parce que, et puis parlez-en surtout, comme on fait là présentement. Je pense que Lucie t'a fait une belle intervention ce soir, au moins pour commencer à en parler, pour sensibiliser les gens qui, je le sais, ne sont pas au courant de tout ce qui se passe en réalité. Et c'est ça. Ben, merci, Daniel. Effectivement, ils peuvent aller te voir. Je sais que tu es une grande écoute pour les gens qui vivent cette détresse dont on parle et puis se regrouper entre eux. On assiste, c'est vrai, hein, partout au Québec, des professionnels décident de se rejoindre entre eux parce qu'ils se comprennent, ils vivent la même chose. Et puis pour l'instant, c'est encore dans le silence, dans la discrétion qu'ils le font, mais on espère que tôt ou tard, on en parle plus publiquement pour sensibiliser la population. Parce que quand la population est consciente de la situation, elle peut faire pression aussi avec les professionnels. Joël, il te reste 3 minutes. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'actuellement, il y a le Conseil interordre du Québec, donc qui regroupe c'est un conseil qui regroupe les présidences, les différentes présidences des différents ordres, qui s'inquiètent beaucoup de la situation des syndics, parce que c'est présent dans tous les syndics à l'intérieur des ordres professionnels du Québec, la situation qui est présente. Donc, c'est certain que le Conseil interordre va peut-être proposer un certain nombre de choses, comme Lionel Carman l'a fait pour la DPJ. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas avoir honte. Parce qu'à partir du moment où on prend une décision, on fait un choix, et donc on fait le choix où on doit renoncer potentiellement à avoir raison. Parce qu'il y a que celui qui n'agit pas, qui ne se trompe jamais, entre guillemets, dans le sens que quand on prend une direction thérapeutique, on le fait avec notre expertise, notre expérience, on le fait avec notre connaissance. J'aime beaucoup ce que Robert disait tout à l'heure par rapport aux anciens et aux plus jeunes vétérinaires, mais c'est déjà compliqué de travailler sur un seul système de la santé quand on parle de notre esprit ou éventuellement Robert et René au niveau du corps humain. Alors imaginons 10, 15 systèmes biologiques différents avec tous les animaux sur lesquels ils doivent éventuellement traiter. On s'entend qu'une vache n'est pas un cheval n'est pas un cochon, donc, ou un chien et un chat vont avoir des différences. Donc, il y a des décisions à prendre. Le tout, c'est d'être en démarche réflexive continue. C'est-à-dire que si on réfléchit continuellement, pourquoi j'ai pris cette décision-là? De quelle manière là, je l'ai prise? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans cette situation-là? Donc, d'entrer dans une démarche réflexive continue par rapport à chacune des décisions que l'on prend et d'aller chercher des articles scientifiques, des livres, des recueils pour valider ou contre-vérifier ou contre-valider éventuellement ce qu'on fait. À ce moment-là, si on est questionné sur le choix professionnel qu'on a pris à un moment donné ou à un autre, mais c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de venir trouver une faille dans le raisonnement.
C'est certain qu'un professionnel qui abuse de son pouvoir pour avoir une relation sexuelle, il n'y a rien qui va pouvoir le justifier. Là, c'est important que les choses se fassent, mais dans toutes les autres petites choses, dans les décisions qu'on peut prendre, si on sait pourquoi on la prend, cette décision-là, et qu'on peut la valider avec une expérience clinique et la littérature scientifique, qu'on communique entre nous, éventuellement, par exemple, aller chercher de la supervision pour pouvoir encore mieux valider ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Mais à ce moment-là, on se sent beaucoup plus serein si on est questionné. Et ça, cette sérénité-là, elle est importante parce que le processus est stressant, c'est extrêmement déstabilisant. Ils vont chercher à nous déstabiliser par tous les moyens possibles. Mais si on a fait cette réflexion éthique, si on a fait cette démarche réflexive pendant des années, il y a moins de prise. Et puis, on peut se sentir plus serein, même si c'est extrêmement désagréable, l'exercice en tant que tel. Merci, Joël. Puis tu me fais penser, parce que là, tu parles de la réflexion qu'un professionnel peut avoir, mais je me souviens très bien d'une situation au départ de cette crise où j'ai challengé l'ordre professionnel, mon ordre professionnel, même si je suis une ex-psychologue, tu sais, il y a quelque chose par rapport à nos titres professionnels. On ne peut pas s'appeler psychologue si on n'en fait plus partie. Et je leur ai demandé, dans le fond, sachant qu'il y a des besoins dans la population, que faites-vous pour y répondre? Alors, on savait qu'il y avait une partie de la population qui ne croyait pas à ces mesures dites sanitaires. Et je leur ai posé la question, que répondez-vous à ces gens-là? Pouvez-vous leur offrir un service objectif sans parti pris? Et je crois que nous, les professionnels, on peut faire ça aussi. On n'a pas à prendre sur notre dos l'entièreté des réponses à donner à la population. On peut prendre les devants et demander à nos ordres professionnels, à nos syndics, qu'est-ce qu'ils font pour une partie de la population qui semble avoir été évacuée dans cette crise-là. Robert, je te donne pas le mot de la fin, mais pour ce dernier pas ce dernier tour de table-là, mais avant la conclusion, que dirais-tu à des professionnels? Ben, je trouve que tout ce qui a été dit là est pertinent, tout. Et puis, il n'y a pas une solution, puis il n'y a pas une solution universelle selon que tu sois jeune. Quand tu es jeune, apprends à ne pas trop t'attacher à ton savoir. Ton savoir va changer, puis tu vas réaliser que la façon que tu évalues les anciens, peut-être qu'ils peuvent t'évaluer aussi avec des barèmes différents. Alors, lâchons un petit peu l'idée selon laquelle il y a une vérité, puis c'est moi qui l'ai. Sachons douter, puis sachons inviter les gens à se poser des questions autour de ce qu'on fait. Alors, que les organisations fassent quelque chose, qu'il y a quelque chose d'organisationnel qu'il faut transformer. Pour moi, ça, c'est clair. Mais ça, pour moi, ce n'est pas de mon ressort. Ce qui m'appartient à moi, c'est qu'est-ce que moi, personnellement, je peux faire, puis comment je peux aider quelques individus à exprimer leurs paroles. Puis en sachant que quand tu commences, tu sors du mutisme, il y a d'abord de l'inconfort, puis éventuellement, il y a un soulagement. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'oser sa parole, ça fait du bien de s'entendre discuter. Et même si au départ, le cœur nous débat, on n'est pas certain de notre affaire, j'aime bien le titre a donné Suzanne Jeffers à son livre, Trembler mais oser. Feel the fear, but do it anyway. Donc, il y a quelque chose à l'individu à faire pour s'approprier son pouvoir aussi. Puis se demander de quoi j'ai peur précisément. Est-ce que j'ai peur du regard des autres? Et puis commencer à transformer nos peurs. Dire, il y a quelque chose que j'ai à transformer pour être plus à l'aise. Et puis que je sois plus capable d'exprimer ce que j'ai besoin d'exprimer. Et que je ne sois pas bâillonné et que je ne sois pas enfermé dans le consensus, parce que sachez bien que le consensus, ça ne dure pas. Il n'y a aucun consensus qui dure. À un moment donné, et on devrait arrêter de poursuivre des consensus. Pour moi, c'est la première chose. Et les consensus, généralement, c'est des gens qui pensent pareil et puis qui vont arriver à un consensus, puis ils vont imposer ça à tout le monde. Et des fois, on a des bonnes raisons de résister au consensus parce que c'est un consensus qui a été programmé par les pharma, mettons, pour mettre sur pied des guides de pratique qui vont faire l'affaire, évidemment, des pharma et puis de ceux qui ont participé à ça et que les autres qui subissent ça
se voit comme contraint de suivre ça aveuglément, indépendamment de comment le patient ou la patiente se sent par rapport à l'intervention qui est programmée. Alors, il faut commencer à réfléchir aussi, dire, est-ce que j'ai le droit d'avoir une opinion différente de celle des experts? En écoutant mieux le besoin de la personne qui est en face de moi, puis c'est à ça qu'il faut que je réponde plutôt que suivre aveuglément les ordres qui nous sont donnés, qui viennent d'en haut, et puis qui nous menacent si on ne suit pas intégralement l'algorithme, le protocole. Moi, je n'ai jamais été protocolaire. J'ai toujours été sensible à répondre aux besoins de la personne qui vient me consulter pour tout en étant, ça a le besoin je sais pas, de coucher avec moi, je vais dire non. C'est pas dans, c'est pas dans mes. Il faut respecter aussi ses propres valeurs, ses propres limites, et puis son propre cadre éthique. Je pense qu'on doit avoir une conduite éthique. Et puis l'éthique, ça doit originer de soi plutôt que de l'obéissance à une autorité suprême. Je pense que c'est ça pour moi, l'éthique profonde. Il faut reprendre contact avec sa propre éthique, ses propres valeurs. Et j'ai vu des souffrances éthiques énormes autour de moi, chez des pharmaciens, chez des médecins aussi, qui doivent prescrire des choses auxquelles ils ne croient pas ou qui doivent subir des choses auxquelles ils ne croient pas. Et pour moi, il y a une violence et je suis contre toute violence relationnelle. Il faut être bien en relation. On est bien quand on se sent en paix, à l'aise, en sécurité. Et pour moi, mon travail, c'est de générer de la sécurité. Et je n'ai jamais été embêté, moi, par l'ordre professionnel qui m'a chapeauté toute ma vie, là, professionnelle. Le Collège des médecins sont venus me voir une fois. Ils ont dit que je ne prescrivais pas beaucoup d'antidépresseurs. Je leur ai dit, je suis tout à fait d'accord. J'en prescris de moins en moins, soit dit en passant. Et si vous voulez savoir si mes patients sont satisfaits ou non de mes interventions, téléphonez-leur donc. Vous allez voir qu'ils sont généralement, puis ils vont mieux quand ils viennent me consulter que quand ils prennent certaines médications avec lesquelles ils ne sont pas nécessairement à l'aise. Alors, il faut aussi aller avec les croyances des gens et ce qu'ils souhaitent aussi autour d'une intervention. Être très, très à l'écoute. Donc, prendre la parole, oser sa parole, c'est un point de départ. Ça ne suffit pas, mais c'est déjà quelque chose. L'invitation à tout le monde, c'est oser votre parole. Oser parler, oser vous exprimer. Et puis, oser aussi questionner les autres qui ne pensent pas comme vous. Je pense que ça permet d'avoir un lien qui n'est pas menaçant, on n'est pas là pour affirmer puis pour imposer, mais pour discuter, pour échanger, pour qu'ensemble, il y ait quelque chose de beau qui se passe. Un peu comme ce soir, entre amis, entre gens qui se connaissent à peine ou qui se connaissent beaucoup. En tout cas, je connais mieux René depuis quelque temps. Et c'est fabuleux de se fabriquer des amis. Et c'est à travers des fois des situations très douloureuses comme celles qu'on vit, qu'on sent le besoin de se regrouper en organisation, mais aussi entre amis et découvrir des nouveaux amis, des nouveaux alliés. Et ça permet d'avoir accès à sa parole et puis d'honorer sa parole, puis d'honorer ses valeurs aussi. Merci, Robert. Tu fais ce que Daniel dit, dans le fond, hein? Sortir de notre tendance à être individuel, puis aller vers l'autre, se faire des amis aussi à travers ça. Lucie, est-ce que je peux revenir un petit instant sur ce que Robert venait de dire? Il faut comprendre que c'est aussi dans l'intention de protéger le public. Ces derniers jours, on vient d'apprendre qu'il y avait une jeune femme de 22 ans qui s'était suicidée parce que ça fait au moins 5 ans qu'elle souffrait de la maladie de Lyme qui n'est pas encore normée par l'INES avec un protocole bien défini, avec des symptômes bien identifiés. Et elle partageait que comme on ne la croyait pas, ça avait augmenté fortement sa souffrance intérieure. Et cette absence justement de remise en question, d'accompagnement, de questionnement par rapport à ce qu'on sait ou on ne sait pas par rapport à certaines maladies. Puis tu le sais, au niveau de la santé mentale, Dieu sait si on en connaît peu de choses, même si on en prétend beaucoup. Mais c'est ce questionnement-là, il faut qu'on accueille notre patient. Je sais pas, je pense que c'est Jung qui disait, quand notre patient remet en question notre théorie scientifique, il faut oublier la théorie scientifique et s'occuper de la personne qui est devant nous. Mais ça, il faut qu'on puisse le faire et prendre peut-être un risque
à certains moments, et il faut qu'on puisse être balisé par l'ordre, c'est une bonne chose, mais pas nécessairement être pris dans une procédure d'enquête dans laquelle on a toujours tort, et c'est dur de prouver qu'on peut éventuellement avoir fait le bon choix sur le plan clinique, vu qu'on est dans un monde de juridique. Mmh. Merci Joël. Je trouve que tu conclus bien cette discussion cet échange qu'on a ensemble. Dans le fond, parler de sécurité, de protection du public, on peut aussi se rendre compte que progressivement, ce contrôle-là est devenu tellement grand que les professionnels, on marche les fesses serrées et on ne peut plus nécessairement travailler avec l'ampleur de notre expertise puis de notre relation avec le client. Alors, on pourrait considérer ça comme une occasion, un retour de balancier où le professionnel doit s'assumer entièrement dans sa parole, dans ses actions et confronter l'ordre qui le surveille, qui l'encadre, puis peut-être établir une meilleure relation entre les professionnels et les ordres, que ça ne soit pas une relation de pouvoir, mais de bienveillance, de soutien aussi. Enfin, c'est peut-être une invitation qu'on fait à nos ordres. Si je vous Et j'aime autant te dire, là, Lucie, pendant qu'on est ensemble, que je commence à réfléchir à la possibilité de rejoindre l'ordre à nouveau pour faire un travail parce que je vois qu'il y a énormément de problèmes de santé mentale et puis que je pourrais peut-être offrir certains services qui semblent absolument requis actuellement. Puis il manque de ressources. Alors, je réfléchis à la chose. Je ne suis pas sûr qu'ils vont m'accueillir. Ben, c'est vraiment intéressant parce qu'on pourrait fuir, on pourrait fermer la porte, créer un mur entre nous, comme on peut aussi tendre la main et Oui. leur dire, regardez, on constate qu'il y a une difficulté, qu'il y a une détresse. Ça m'a beaucoup touché, la détresse vécue chez les vétérinaires, mais aussi chez les ingénieurs, qui peut mener à des actes comme un suicide. Alors, cette situation-là existe et si on peut aider à rétablir un meilleur équilibre entre notre conscience professionnelle, puis les boîtes dans lesquelles on était forcé à rentrer pour, dit-on, protéger le public, mais jusqu'à quel point? Je vous remercie infiniment. J'ai envie de vous laisser chacun un mot de la fin, une phrase qui résumerait votre position ou ce qu'on a appris à travers cet échange-là. Si je commence par René. Moi, je dirais que je souhaite qu'arrive un jour où les ordres comprennent que les plus grands protecteurs du public, ce sont ses membres. Moi, j'ai toujours voulu que je me dise, c'est mon ordre. D'ailleurs, je m'habitue à dire mon ordre. C'est mon collège. C'est mon collège. Un collège, ça le dit d'ailleurs, hein, c'est collégial. Tellement bien dit. Robert Michaud. Je suis heureux d'avoir participé à cette rencontre ce soir. Ça nous indique qu'il y a un éveil parmi les professionnels individuellement dans notre coin. Et puis, lorsqu'on est tabassé par nos inspecteurs, nos syndics, on est dispersé à travers la province, on s'ignore. Puis, je pense que ça entraîne une honte. Qui va oser se présenter devant d'autres, devant les collègues, disant mais moi, j'ai reçu une plainte de l'ordre et on vient de me suspendre. On se tait, on se cache, on n'en parle pas. Et par hasard, on rencontre un autre collègue qui dit ben moi aussi, j'ai subi la même chose. Ah, puis un autre collègue qui a subi la même chose. On n'a pas de moyen de se connaître, de se rencontrer, de se parler. On est tous dans notre coin, puis on a l'impression qu'on est des criminels. Et puis, la prochaine étape, c'est de se trouver en prison parce que la police court après nous autres. Alors, je suis heureux de comprendre et de savoir ce soir que, loin d'être criminels, on est des professionnels vraiment talentueux, vraiment dédiés. Et puis, comme René l'a mentionné, c'est que les professionnels sont là pour protéger le public. Merci. Merci, Robert. Puis Daniel? Eh bien oui, hein, c'est les professionnels, c'est des gens qui ont fait des longues études universitaires, qui ont travaillé, ont un code d'éthique, qui s'efforcent. Ils veulent gagner leur vie honorablement. Ils l'ont prouvé. Ils ont des 5, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience et plus. Et tout d'un coup, leur vie est chamboulée du jour au lendemain, puis ils ne comprennent pas pourquoi. Donc, c'est important de se regrouper. Et comme Robert dit,
Oui, ben, il y a l'UPQ. Vous pouvez nous appeler, puis on est là pour vous écouter. On va prendre le temps qu'il faut. Ça coûte rien, c'est gratuit. Vous pouvez vous inscrire. Il y a un petit membership là, par année. Puis, vous pouvez communiquer entre professionnels. Il y a une belle plateforme. Tout est là. Et ben, on est là pour savoir vos appels. Puis, on va être autant le public, parce que le public aussi, ils sont témoins de choses par rapport, pas juste les professionnels qui souffrent de la situation. Le public en souffre principalement parce que c'est eux autres qui sont euh, empêchés d'avoir de bons professionnels qui sont ou bien limités ou bien radiés, puis que du jour au lendemain, ils se retrouvent avec un vétérinaire qui ne peut pas pratiquer, puis ils n'ont pas de vétérinaire dans leur coin ou ils n'ont pas un autre professionnel. Donc, le public aussi peut nous appeler, puis témoigner, puis ainsi se regrouper, puis après prendre des moyens d'action publics pour mieux aider la cause. Merci, Daniel. Puis d'ailleurs, ce que tu dis, c'est que c'est vrai que la population elle-même peut vivre une forme de détresse parce qu'elle ne sait plus sur qui se fier, sur un professionnel ou sur ce qui est raconté dans les médias ou sur ses ordres. Tu parles d'Union des professionnels. Il y a Réinfo Québec aussi qui regroupe des professionnels et forme des groupes de soutien par discipline. Alors, c'est aussi une place vers laquelle on peut se diriger si on a besoin. Joël, ton mot de la fin? Moi, j'ai envie de dire que je vais devenir membre de l'UPQ très rapidement. Je vais essayer de trouver la manière de pouvoir payer ma cotisation parce que je pense que c'est un outil dont on a vraiment besoin. Puis l'intéressant, c'est que c'est interprofessionnel. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir raconter des histoires et voir les lignes directrices entre comment dire, entre justement les différentes situations. J'aurais envie de dire qu'il ne faut pas avoir honte. Souvent, on se cache. Là, Robert en parlait beaucoup de cette honte que l'on a. Moi, j'ai eu plusieurs enquêtes. Je n'ai pas honte de mes enquêtes. Loin de là. Chacune m'a aussi appris des choses, m'a appris aussi à être un meilleur professionnel. Je n'ai jamais été au conseil de discipline. Peut-être que je le dirais autrement si ça m'était arrivé. Mais toujours est-il que c'est un processus qui aide aussi à être un meilleur professionnel. Puis j'ai envie de parler de Libre Média. Qui est un journal que j'ai cofondé avec des jeunes journalistes, où on a pris, c'est un des dossiers sur lequel on travaille beaucoup. On a reçu beaucoup, en fait, de documentation à cet effet-là. On pourra d'ailleurs, si vous voulez, Daniel, regarder comment on peut travailler ensemble, parce que c'est en mettant sur la table l'ombre, enfin, de mettant de la lumière sur l'ombre, en mettant les situations sur la table, que les choses vont changer. Ça ne marche. Le système d'abus ne marche que parce que c'est caché. Donc, à partir du moment où on va le mettre sur la table, à partir du moment où on va le regarder, on va regarder comment on peut améliorer la situation, comment on peut améliorer l'éthique, comment est-ce qu'on peut améliorer la déontologie pour protéger le public, mais pas au détriment des individus ni du public ultérieurement. Merci, c'est Très vrai, bien. infiniment. Robert, le mot de la fin. Écoute, moi, j'ai envie de dire on est bon quand on est bien. Puis quand on est menacé, on n'est pas bien. Alors, quand le syndic nous menace, il ne protège pas le public. Il fait tout le contraire en agissant de façon toxique chez un de ses membres qui est un professionnel, donc qui a pris le temps de se développer, de développer ses compétences. Puis s'il y a des compétences qui manquent, il devrait avoir une approche amicale, chaleureuse, qui épaule la personne pour transformer des fois des compétences, pour acquérir des nouvelles compétences. Alors que ce soit fait sous le signe de l'invitation plutôt que de la menace, du terrorisme qui est en train de se produire. Le terrorisme, c'est pas bon pour personne. La violence, c'est pas bon pour personne. Ni du médecin vis-à-vis le patient, ni du patient vis-à-vis le médecin, ni du syndic vis-à-vis le médecin, etc. Alors, on doit travailler ensemble à notre mieux-être, au mieux-être autour de nous autres. Et puis, c'est facile de juger. Comme pour moi, c'est facile de juger le collège. Faites très attention à ça. J'ai mon ami René aussi ici qui m'y aide grandement, qui, derrière un jugement, il y a un manque de compréhension. Puis souvent, c'est facile de juger, c'est plus difficile de comprendre. Il faut connaître pour comprendre. Puis des fois, on ne prend pas le temps de connaître, on les connaît juste sous une étiquette, sous qui est menaçante ou pas.
avec lesquels on a une relation saine ou non. Et il faut prendre le temps de se connaître pour mieux cheminer ensemble, évoluer ensemble, grandir ensemble. Donc, les syndics peuvent devenir peut-être plus humains eux autres aussi, arrêter de jouer aux policiers, puis être là pour aider véritablement. Et en fait, il y a des syndics qui sont humains. Le Sûrement. problème, c'est ceux qui ne le sont pas et qui amènent la détresse dont on parle ce soir. Ouais, voilà. Mais il faudrait peut-être les aider eux autres aussi. C'est ça. Je suis tellement contente, honorée d'avoir discuté avec vous. Vous êtes des professionnels expérimentés, avec une expertise, puis une humanité aussi qui est impressionnante. J'espère que ça servira aussi d'invitation à d'autres professionnels qui peuvent vouloir s'exprimer parce que la parole libère aussi. C'est source de tension, tu parlais de tremblement, mais une fois que c'est fait, on dirait qu'on est libéré. On a dit ce qu'on avait à dire. Puis comme vous l'avez dit à de nombreuses reprises, vous avez une expérience, vous avez de quoi dire, vous avez été formés, plusieurs ont plusieurs années d'expérience, donc vous avez des choses à dire. Merci infiniment, puis je suis contente qu'on termine avec cette bienveillance-là, c'est-à-dire qu'on l'a vécu à travers les 2 dernières années, la peur, ça mène nulle part. Créer une pression dans la population ou chez des professionnels, ça crée juste la détresse. Alors, si on tend la main les uns vers les autres, peut-être qu'on peut arriver à se sortir de ce grand problème qu'on a créé. Puis on est tous des humains, puis comme tu le dis, Robert, peut-être que ces gens-là ont besoin d'aide pour sortir de ce rôle-là qu'ils croient avoir, de mettre de la pression sur les professionnels pour qu'ils changent, qu'ils soient de meilleures personnes. Nous sommes tous des bonnes personnes à la base et sous cette pression-là, on est transformés parfois. Merci beaucoup. Puis on se dit peut-être à la prochaine. Merci. Avec plaisir. Merci. Merci aussi À tout aux le gens monde. qui nous ont écoutés. À tout le monde. Merci, merci.